Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes encore vivants. Ça va? Ouais, vous dormez pas. Cool. Alors, je m'appelle Marie. Je suis lead dev chez Eleven Labs depuis un petit bout de temps. Et lors de mes différentes expériences, j'en suis venue à avoir un petit besoin intéressant. C'est de décorréler un peu notre gestion de génération de documents PDF dans mon projet. On s'est demandé comment cloisonner ça séparément, voilà, pour que, pas que ça soit lié. Donc on a plein de microservices, tout ça. Donc on s'est dit, allez, on va tenter de faire ça en serverless. Et là, il fallait creuser et comprendre ce que c'est. Donc cette présentation va se présenter en trois étapes. Donc d'abord, on va comprendre et étudier ce que c'est que le modèle de serverless computing. Ensuite, on va découvrir le framework qui s'appelle serverless. Comme ça, c'est pareil. Voilà. Et je vais faire une petite démo de comment est-ce que ça fonctionne. Donc, tout d'abord, le modèle serverless. Est-ce que vous connaissez déjà? Non. Eh bien, c'est pas ça, parce que c'est quand même pas de la magie. Pas tout à fait, en tout cas. Donc, la définition officielle de serverless computing, c'est celle-ci, donc sur la slide. Donc, en fait, c'est un modèle de cloud computing dans lequel notre fournisseur cloud va gérer dynamiquement toutes les ressources qui sont allouées à nous, le client. Donc il ne s'agit pas d'un modèle de création d'application où il n'y a pas de serveur du tout, etc. Mais juste nous, en tant que développeurs, on va complètement s'abstraire de toute contrainte et gestion matérielle. Voilà, et donc c'est vraiment notre fournisseur cloud qui va tout faire pour nous. C'est pas mal. C'est pas mal. On va faire une petite révision des différents modes de fonctionnement de quelque chose as a service. Donc infrastructure de service, c'est ce dont un peu parlait Chris au début. C'est du coup on va gérer notre infra, notamment avec le CDK, Terraform, tout ce que vous voulez. Il y a les conteneurs as a service maintenant de plus en plus avec Docker, machin, etc. Donc c'est de mieux en mieux, moins de trucs à gérer. Un bleu foncé c'est ce qu'on gère et un bleu clair c'est ce que le fournisseur cloud fait pour nous. Donc le plateforme as a service déjà pas mal. Et là avec le serverless on arrive à fonction as a service où vraiment nous on gère que notre code applicatif. Le reste c'est vraiment le fournisseur cloud qui fait tout pour nous. C'est vachement bien quand même. Alors, qui dit fonction des services entend quand même quelques petites limites et contraintes qui viennent avec ça. Donc, il s'agit d'une petite fonction indépendante, stateless, scalable, elle est éphémère, et elle est déployée dans le cloud, donc on ne s'occupe de rien, comme je disais, et chaque fonction est déclenchée par un événement. On va voir ensuite en détail des exemples précis de tout ça. Donc, vous avez retenu stateless, scalable, éphémère, indépendant, déclenché par un événement. Voilà. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on ferait du serverless? Finalement, on sait développer nos applications, ça marche super bien. On a nos petits conteneurs, je pense à peu près tout le monde, voilà, tout tourne. Et bien alors, il y a quand même pas mal d'avantages à faire du serverless, mais avant de parler des avantages, on va parler des cas d'utilisation. Dans quel cas est-ce qu'on peut en faire? On peut faire dans le cas des webbooks, parce que webbook, ça veut dire une application tierce qui va appeler du code dans votre application chez vous que vous écrivez. Sauf que vous n'avez absolument pas la main et ne savez pas, ne pouvez pas forcément anticiper quand est-ce que cette application tierce va se réveiller pour vous faire un petit coucou. Donc pour ça, c'est pratique. Finalement, vous avez donc votre instance, votre fonction qui va être appelée. Donc il va y avoir une instance, un serveur qui va tourner au moment où il va être appelé, mais en dehors de ça, donc vous n'avez rien qui tourne, pas de consommation de ressources. Ça veut dire pas payer des ressources pour rien. Ensuite, on peut également faire du serverless dans le cas des traitements multimédia. Voilà, ça peut être pratique parce que pareil, ça peut être un process qui peut être un peu long. Pareil, vous n'avez peut-être pas tout le temps H24 des traitements non plus à faire, donc ça peut être intéressant. Lorsque vous avez un trafic variable également, parce que vous avez des pics de trafic, le soir, la nuit, il ne se passe pas grand-chose, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose d'automatiquement scalable et voilà, et très souple à ce niveau-là. Ensuite, s'il y en a qui font un peu de domotique, c'est pareil, dans le monde de l'IoT, c'est super pratique. On peut avoir des choses qui se passent, des événements à l'IoT, c'est forcément que de l'événementiel, donc ça se prête vraiment bien comme exercice. Donc il se passe, mon détecteur de mouvement s'est déclenché, je vais envoyer un email, je vais prévenir qu'il n'y a personne à la maison, c'est pas normal. Donc ce genre de choses. Ça peut aussi être pratique d'utiliser du serverless dans le cas des sites statiques et des API, parce que finalement c'est un peu pareil, c'est du web, c'est de l'événementiel,
ça marche. Pour les cas de l'event streaming, pour des workflow automation, des traitements en batch, c'est super pratique, c'est pareil. Ça fait des événements, des crons qui tournent, etc., qui déclenchent vos différents traitements. Et les avantages alors? Pourquoi est-ce qu'on ferait du serverless? Tout d'abord parce que, comme je disais, on va avoir vraiment rien à gérer à part notre code applicatif. Donc vraiment, en tant que développeur, c'est tranquille. On s'occupe de notre code et c'est tout. Tout le reste, toute l'infra, c'est le fournisseur cloud qui se débrouille. Ça veut également dire que vraiment, nous, on a du temps à se consacrer vraiment sur le code métier, notre application, ce qui est important. Et puis, les DevOps, ils font d'autres trucs plus importants que des petites fonctions serverless qui sont isolées et qui font leur propre petit travail. Un énorme avantage de serverless, c'est qu'on va payer uniquement lorsqu'on va consommer en fait des ressources cloud. Donc, comme je disais, si à un moment donné votre fonction ne tourne pas, elle n'est pas utilisée, n'est pas appelée, bon, ça va varier en fonction de fournisseur cloud, mais grosso modo, au bout de 10-15 minutes, il y aura 0 instance de votre fonction qui va tourner. Ça veut dire que vous ne consommez rien et donc vous ne payez rien aussi. Donc ça permet de réduire vachement les coûts potentiellement, plutôt que d'avoir des machines qui tournent en 4 exemplaires pour ne pas être consommées. Donc comme je disais aussi, c'est scalable, c'est extrêmement modulaire et c'est très réactif. Donc si vous avez 5000 requêtes qui arrivent, votre fournisseur cloud va se débrouiller pour monter le nombre d'instances nécessaires pour que ça réponde. Et une fois que le pic est passé, ça va scale down tout seul, sans que vous ayez besoin d'intervenir. C'est très très facile de déployer vos applications avec le serverless. C'est vraiment une ligne de commande et c'est parti. Donc c'est super cool. Et donc on a plus de temps pour se concentrer sur notre vraiment application, notre corps métier, tout l'agencement des événements, vraiment s'occuper de notre métier plutôt, et ne pas s'occuper de la gestion d'infra si c'est pas ce qu'on fait. Et enfin, c'est un peu mieux pour la planète de ne pas utiliser des serveurs pour rien, alors que voilà, c'est important. C'est quand même pas tout merveilleux, il y a quelques petits inconvénients. Voilà, petite déception. Il existe ce qu'on appelle le cold start, donc ça veut dire que lorsque vous n'avez aucune instance de votre fonction qui tourne, la première fois, il faudra un petit temps pour que le fournisseur cloud démarre tout ce qu'il faut, donc tout l'environnement pour que la fonction s'exécute. Alors on parle en termes de millisecondes quand même, donc ça va, ça peut être négligeable en fonction de ce que vous faites. Je crois que chez AWS notamment, parce que c'est le fournisseur cloud qui est le plus au taquet sur le serverless, notamment avec les lambda, c'est vraiment, on le ressent même plus maintenant, le cold start. Ça peut être un peu challengeant au début de prendre l'habitude avec les tests et le débugage, parce que c'est une dynamique de cerveau de réflexion qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'encore une fois, c'est que des petits événements qui déclenchent votre fonction, donc il faut s'habituer un peu à ce mode de fonctionnement. Mais je vous assure, ça se fait très bien. Il y a également des limitations liées à nos fournisseurs cloud. Donc on ne peut pas avoir des process trop longs qui tournent. Chez AWS, c'est 15 minutes. Donc au bout de 15 minutes, votre process il est kill pour un seul appel, donc une seule exécution. Donc ça vous oblige un peu à découper en fait vos fonctions pour finalement faire vraiment de l'unitaire. Au lieu de faire un gros traitement qui fait le café, vous allez le splitter pour publier d'autres événements, faire d'autres choses qui vont vous obligent un peu à découper ce que vous faites. On a également pas mal de limitations qui sont liées à notre fournisseur cloud. Donc, j'ai parlé du temps pour les process, mais il y a également tout ce qui concerne la taille d'un body, d'un post par exemple, la mémoire disponible, etc. C'est des choses que vous pouvez moduler pour chacune de vos fonctions. Vous pouvez pouvoir les configurer parce que, par exemple, vous savez qu'il y en a un, c'est un gros fichier qu'il faut télécharger, etc. Il vous faut plus de mémoire, par exemple. Vous avez quand même la limite matérielle qu'il vous impose. C'est plutôt raisonnable quand même comme limite, ne vous inquiétez pas. Un inconvénient, c'est aussi le fait que le prix peut être imprévisible. Alors c'est un peu contradictoire avec le fait que je disais avant, c'est que du coup, on paye que ce qu'on utilise, mais du coup, on paye ce qu'on utilise. Donc si à un moment donné, vous avez un pic de trafic imprévu et vous ne comprenez pas pourquoi, une petite boucle infinie qui publie des messages et ça déclenche votre fonction en boucle, et vous risquez d'avoir une facture un peu salée à la fin du mois. Mais c'est des choses que vous pouvez monitorer et surveiller en fait, et configurer des alertings et donc être notifié. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est que du coup, tout se fait en ligne de commande. Et en fonction du fournisseur cloud que vous choisissez, vous êtes obligé d'apprendre son SDK.
Et du coup, voilà. Donc, si vous êtes aujourd'hui chez Google parce que le monde est merveilleux, vous avez tout infra chez vous, et demain vous décidez de migrer pour juste les fonctions, par exemple chez AWS ou chez Azure, peu importe où, vous allez être obligé potentiellement de réapprendre tout, de réécrire un peu vos commandes, etc. Mais il existe une solution à ce problème. C'est le framework serverless. Le framework serverless est tout simplement une couche d'abstraction euh, pour vous abstraire complètement de SDK. Vous faites juste la configuration d'un fichier YAML. Le framework serverless va nous proposer juste un CLI. Donc on va prendre uniquement les commandes du framework serverless. Et on a également accès à un dashboard qui nous permet de monitorer, qui réplique un peu ce que vous pourriez avoir chez votre fournisseur cloud, par exemple. Mais au moins là, vous avez votre dashboard qui est avec, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais vous pouvez. Voilà. On va passer à la démo. Voilà. Donc, déjà, ce qu'il faut faire en premier, c'est installer la ligne de commande serverless. Enfin, le framework serverless, parce que du coup, j'utiliserai le framework serverless pour cette démo, puisque c'est ma petite couche d'abstraction qui me facilite la vie. Si demain je migre, je me suis trompée de mot de passe. Démo. Voilà. Donc ça télécharge des choses, ça installe. Voilà. On va attendre un petit peu. Bon, en l'occurrence, je l'avais déjà installé sur ma machine. Il va juste essayer de le mettre à jour. Hein, il va vérifier si tout est bien. C'est un peu long. Petit warning. Voilà, c'est bon. Je vais vérifier. Voilà, c'est bien installé. J'ai bien une petite version, tout va bien. Du coup, je vais initier un petit projet en serverless. Pour ça, je vais simplement lancer la commande serverless. Et là, il va me proposer de choisir ce que je voudrais comme application et chez quel fournisseur cloud. Prenons un petit exemple d'une appli Node.js, une API HTTP chez AWS. Donc je choisis, on va l'appeler démo meetup été. Donc là, ça télécharge un template disponible du coup avec le framework serverless. Il va me proposer de le déployer tout de suite. Je ne vais pas le faire. Voilà. Donc, j'ai quelque chose. On va voir. J'ai un petit dossier. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai 3 fichiers. J'ai un fichier index.js, j'ai un readme, et j'ai un fichier serverless.yaml. En fait, toute ma configuration de mes fonctions et de mon application serverless va se faire dans ce fichier-là. Mais déjà, on va voir ce qu'il y a dans le fichier index.js. Donc là, j'ai un module qui définit une fonction qui s'appelle handler. On dit qu'on retourne un status code 200 et en body JSON. Voilà. Jusque-là, rien de très compliqué. Très bien. Ensuite, on va regarder le fichier serverless.yaml. Voilà, donc là je définis un nom de service, donc c'est le nom de l'application que j'ai donné. La version du framework serverless, donc la dernière majeure, c'est la 3 comme on a vu dans le CLI. Et là, je fais de la configuration. Donc je spécifie le provider, donc le fournisseur cloud chez qui je vais déployer mon application, donc là chez AWS, le runtime, donc le langage que j'utilise, et je vais pouvoir préciser des différents paramètres en fonction de chaque fournisseur. Il faut configurer plus ou moins des choses. Je vais par exemple dire que je vais déployer ça à Paris, puisque par défaut, ça va aux États-Unis, un peu loin. Et ensuite, je définis une liste de fonctions qui vont, elles, réellement être déployées de façon unitaire et séparée. Donc là, chaque fonction a ce qu'on appelle un handler. Donc c'est le code qui va s'exécuter lorsqu'elle va être appelée. En l'occurrence, je mets le chemin index.handler, index.js, c'est le nom de mon fichier, handler, c'est le nom de la fonction que j'ai exportée dedans. Et je dis que cette fonction doit être exécutée lorsqu'il y a un événement HTTP qui se produit sur la route slash avec la méthode get.
jusque-là, c'est cool. Voilà. Et là, donc j'ai une petite appli qui tourne, bon, je retourne un petit JSON. Je vais la déployer. Pour ça, je vais faire serverless deploy. Donc là, il va se passer des choses. On va beaucoup parler de CloudFormation ce soir. J'espère que vous êtes accrochés. La façon dont ça marche, c'est que en fait, notre fonction serverless, notre framework serverless, pardon, va créer un template CloudFormation qui va être créé à partir du fichier serverless.yml que j'ai configuré. C'est là que je configure finalement mes fonctions et mes petites ressources. Je peux également configurer vraiment beaucoup de choses en fonction de chaque fournisseur, les options, la mémoire, la taille, les différents événements. Enfin bref, c'est très très large comme possibilité. Donc ça me génère un template CloudFormation que il va uploader sur S3. Il va en fait pour chaque fonction que j'ai créer un zip. Et donc, pour chacune fonction, uploader un zip sur S3. Et ensuite, avec stack CloudFormation, et chaque stack va être mis à jour avec le nouveau template depuis du coup S3. On va revenir là. Donc voilà, il met à jour la stack CloudFormation. Pendant que ça déploie, je peux vous montrer un petit peu la suite. Donc là, on a vu par exemple, dans cet exemple que je vous ai montré, juste une petite fonction avec un événement qui se déclenche lors d'un appel GET sur mon API. Mais on peut faire beaucoup de choses avec le serverless. Comme je disais, c'est vraiment de l'event driven, c'est basé sur des événements. Et des événements, dans notre vie de développeur, il y en a beaucoup. Et on peut utiliser des choses super intéressantes. On peut créer des crons avec la possibilité de faire des crawls. Donc on peut définir un handler avec l'événement et dire que je veux qu'il y ait mon cron qui se déclenche toutes les 2 heures. Je peux également réagir à des événements qui se passent sur un bucket S3. Donc là, j'ai une fonction qui s'appelle PNG Object Created. Donc j'ai créé un handler, une petite fonction JS qui va faire ce qu'il faut. Et je dis qu'un événement, je fais du S3 sur le bucket que j'ai mis là. Donc s'il y a un événement S3 Object Created étoile, donc n'importe quel objet qui se crée, avec la règle que ça soit des images en PNG, là ma fonction va être déclenchée. Et donc là, je n'ai pas besoin de créer ou de coder quelque chose qui va aller vérifier s'il y a une image nouvelle qui a été uploadée, machin, déclenchée, appeler moi-même ma fonction. Donc c'est vraiment AWS qui va se débrouiller pour le faire toute seule. Là, je prends l'exemple d'AWS, mais c'est pareil avec finalement tous les fournisseurs cloud qui proposent une stack complète cloud. Des événements, on peut en avoir sur plein de choses. On peut avoir du RabbitMQ, du SQS, du Kafka, du CloudWatch, de l'IoT, des événements Alexa, etc. Donc vraiment, c'est extrêmement large. Pour l'instant là, notre déploiement s'est terminé. Donc, j'ai l'URL de la console serverless qui va me permettre de monitorer ma fonction, mais j'ai aussi donc l'URL qui a été créée pour cette fonction serverless. Voilà, je ne sais pas si c'est lisible. Et donc voilà, j'ai un petit résultat qui me dit message. Ça c'est le message qu'on retournait, l'input, les résultats, et j'ai plein d'infos avec sur mon appel, sur ce qui s'est passé, etc. Donc c'est cool. Et ma console, qui me met un petit peu de temps à forcément se synchroniser avec AWS. Mais là, par exemple, je peux voir le nombre d'appels de fonctions qu'il y a eu dans les 15 dernières minutes. Par exemple, si je mets les 24 dernières heures, il va y avoir des infos qui vont arriver. Et du coup, j'ai plein d'infos que je peux voir ici. Je peux naviguer, je peux regarder des graphes, des métriques, etc. Donc j'ai 73 invocations qui ont eu lieu. Il n'y a pas eu d'erreur. Je peux avoir accès au log, etc. Je peux également voir tout ça depuis mes lambda dans l'interface AWS. Donc je ne suis pas obligée d'utiliser le dashboard du framework serverless. Si j'ai envie, je peux, mais je ne suis pas obligée. Alors là, je suis à Paris. Voilà, ma fonction serverless, elle est là. Et là, depuis l'interface de lambda de AWS, je peux tout monitorer. Pareil, j'ai mon code qui est disponible ici si j'ai besoin de le consulter. J'ai du monitoring, j'ai des configurations.
J'ai accès au log sur CloudWatch aussi. Donc pour ceux qui ont un peu l'habitude dans l'interface AWS, c'est un classique. Et voilà, ça me permet un peu d'avoir tout ça. Voilà, je reviens, j'ai perdu ma souris. Une bonne pratique pour faire du serverless, c'est de découper votre application en fait. C'est un peu comme vous ferez finalement n'importe quel microservice ou si vous faites un peu de DDD, etc. Vous allez vraiment séparer par domaine métier en fait vos différentes fonctions et vous allez les grouper par exemple là c'est ressources REST en l'occurrence. Donc là j'ai un dossier users qui lui va contenir un fichier serverless.yaml qui aura uniquement les fonctions pour gérer mes users. Je vais avoir un autre dossier pour mes posts et un troisième pour les commentaires. Et chaque dossier va contenir son propre fichier serverless.yaml. Ça me permet de découper au lieu d'avoir un énorme YAML qui va avoir toutes les fonctions, etc. Là, tout est cloisonné, isolé. Et j'ai une petite gestion vraiment dédiée à ça. Avec Serverless, on a aussi la possibilité d'utiliser plein de plugins qui sont dispo. Là, j'en ai mis juste quelques-uns qui sont quand même pas pratiques. Le premier, c'est Serverless Offline. En fait, c'est un plugin qui vous permet de simuler un environnement Lambda, par exemple, sur votre machine de dev, pour notamment faire des tests et des débugages. Ce que je disais, c'est que ça dépend un petit peu d'adaptation au début, mais du coup, avec ces plugins, on peut facilement le faire. On peut simuler l'environnement avec l'API Gateway, etc., et voir ce qui se passe pour faire nos tests. Ensuite, donc, il y a un serverless HTTP qui nous permet de faire des appels HTTP comme on a vu. On a aussi des plugins pour se connecter à Vault, récupérer des variables d'environnement, des secrets, etc. On peut utiliser d'autant et plein d'autres. Et enfin, on peut faire du serverless avec beaucoup de choses. Donc là, je vous ai montré un exemple juste avec AWS Lambda et du Node. Mais sachez que vous pouvez héberger votre code chez n'importe quel fournisseur cloud presque. Donc là, il y a Cloud Function, il y a Function chez Google, il y a chez Azure, il y a, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent ce petit logo de Apache OpenWhisk qui est un projet open source de cloud qui est pas mal. Donc après, il y a plein de tout ce qui est kubeless, Knative, etc. Ils sont tous compatibles. Et enfin, en termes de langage, on peut faire du Python, du Go, du Java, du PHP presque nativement chez tout le monde, en passant par des librairies telles que Bref pour ceux qui connaissent. Donc ça vous permet d'utiliser des layers chez AWS Lambda pour par exemple pouvoir déployer du PHP. Il y a quelques prérequis pour que ça fonctionne correctement. Donc il faut apprendre le SDK forcément un petit peu pour se familiariser avec les commandes. Bon, vous avez vu, ça c'est simple. J'ai lancé juste une commande serverless qui m'a permis d'initialiser mon projet. Serverless deploy. Franchement, c'est pas trop mal. On peut faire serverless invoke en local pour invoquer une fonction pour la tester. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Un point d'attention, c'est que le file system est un read-only uniquement. Donc tout ce qui concerne le dossier de cache et de log, ils doivent être déplacés dans le dossier dans notre endroit. Mais c'est souvent le cas pour finalement n'importe quel projet cloud que vous allez déployer. Hein, c'est pas spécifiquement au serverless. Et ce qu'il faut par contre garder vraiment en tête, c'est que quand vous faites serverless deploy, ça va déployer votre dossier local. Et en fait, ça va créer du coup une archive de votre machine, de votre branche Git sur laquelle vous êtes. Donc, il faut vraiment penser à être à jour avec toutes les branches de vos collaborateurs, etc. Avec les dépendances aussi. Bon, la plupart du temps, si tout va bien, vous déployez depuis une CI. Donc, ce genre de problématique ne se pose pas forcément, mais c'est quelque chose auquel il faut penser si jamais vous déployez depuis votre machine. C'est qu'il faut être vraiment à jour en termes de code avec votre branche principale de travail et avoir les dépendances à jour également. Sinon, vous allez risquer d'avoir des petites surprises et incohérences entre votre environnement de dev, de test, de prod, etc. Et les assets doivent être servis depuis un autre bucket, mais c'est comme d'habitude un petit peu. Et c'est tout pour moi. Est-ce que vous auriez des questions ? Jérémy, une question.
Oui, tu as parlé des environnements. Du coup, typiquement, juste un environnement de test qui répliquerait la prod et l'environnement de prod, le vrai truc. Comment c'est côté fournisseur du coup que c'est à gérer ou c'est de la config côté serverless dans Tu, le YML? tu peux configurer dans les sur lequel tu déploies. Tu peux avoir plusieurs comptes. Tu peux, en fait, ta ligne de commande, ou là où tu veux déployer, si tu as plusieurs, par exemple, users, plusieurs comptes connectés à ton compte AWS notamment, tu peux spécifier avec un argument. Serverless deploy, machin. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Trop bien. Bah, merci beaucoup, Marie, pour cette dernière présentation. Et merci pour votre attention jusqu'au bout. Eh bien, nous vous invitons à vous rafraîchir, grignoter des petits. Il y a un apéro qui est sorti. Et il y a des jeux si vous avez envie de vous divertir aussi, si vous avez encore de l'énergie. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention.